une immense majorité de la population est partante pour faire des efforts, y compris qui veut dire réduire leur propre confort, à condition, et à condition seulement, qu'il y ait une exemplarité des élites. C'est-à-dire que la plupart des Français sont d'accord d'arrêter de prendre l'avion, seulement si on a un Premier ministre qui prend un jet privé pour aller à un conseil municipal à Pau, forcément, on a envie de se dire on se fait un peu prendre pour des cons. Camille, donc j'ai entendu il y a quelques jours avoir une parole positive, donc on va peut-être commencer par là, sur cette espèce de décalage que vous affirmez, que vous sentez entre la grande régression du côté des dirigeants et en même temps une conscience citoyenne qui continue de progresser et des gens qui attendent parce qu'ils sont conscients de ce qui guette et des urgences qui montent. Donc voilà, peut-être qu'on peut commencer par une des rares touches optimistes de la matinée avec voilà, cette conscience citoyenne sur laquelle il faut continuer à s'appuyer pour faire bouger les choses. À vous. Je ne sais pas malheureusement si c'est une bonne nouvelle parce que ça montre surtout la polarisation entre des élites économiques et politiques et le reste de la population. Parce que ça se base, cette intuition que j'ai, plutôt sur des travaux de recherche en fait. C'est pas juste moi qui me dis « Ah, j'ai l'impression que la population elle est partante là ». C'est vraiment juste en ayant pris le temps de retourner faire des études. Donc là, je suis là juste une semaine, mais je repars à Oxford demain. Et donc, j'ai eu le temps de rencontrer des chercheurs qui vraiment passent tout leur temps à étudier quel est le pouls de la société, entre autres. Et notamment, j'en ai rencontré un qui se trouve être français, mais qui est à Oxford, qui s'appelle Théodore Valland, et qui travaille, lui, précisément sur comment est-ce que les mesures politiques sont perçues, sont reçues dans la ruralité, donc en dehors des villes. Concrètement, est-ce que les Français et les Françaises sont pour ou contre les mesures écologiques? On entend souvent cette petite musique qui est de dire on a un énorme backlash, l'écologie recule dans la préoccupation des gens, c'est un non-événement, on n'est que quelques poches de résistance, mais globalement, vraiment, le climato-scepticisme monte. En fait, ce que montre la recherche, c'est que à la fois, on a une polarisation, donc on a en effet un climato-scepticisme qui augmente et qui est activé, mais on a en lame de fond vraiment une acceptation finalement très grande des mesures écologiques. Et ce qui montre, en fait, quand on fait de la recherche, on peut faire soit du quantitatif, pour ceux qui ne connaissent pas, donc soit on peut faire des sondages, on a plein de chiffres et sur une grande partie de la population, on essaie de faire des échantillons représentatifs, soit on peut aussi faire du qualitatif, c'est-à-dire au-delà d'un sondage où on prend 10 minutes à répondre à un questionnaire un peu comme ça à la fin de la journée, on peut faire les chercheurs font parfois des grands entretiens avec les gens. Et on arrive à des analyses beaucoup plus fines de ce que vraiment va penser une partie de la population. Et donc ce qui montre, c'est qu'une immense majorité de la population est partante pour faire des efforts, y compris qui veut dire réduire leur propre confort, à condition, et à condition seulement, qu'il y ait une exemplarité des élites. C'est-à-dire que la plupart des Français sont d'accord d'arrêter de prendre l'avion, seulement si on a un Premier ministre qui prend un jet privé pour aller à un conseil municipal à Pau, forcément, on a envie de se dire on se fait un peu prendre pour des cons. Pardon, mais c'est le sentiment général. Et donc, si on n'a pas une exemplarité de ceux qui sont principalement responsables de la crise climatique, alors qu'ils sont les premiers à ne pas subir les effets, les plus riches sont, ça c'est les études d'Oxfam, je ne vais pas les répéter ici, mais en fait on a besoin de sentir faire partie d'une équipe. Si on a l'impression qu'on est les seuls à courir autour du terrain, c'est injuste, et donc ce sentiment d'injustice crée l'isolement et crée des comportements individualistes. Donc pour faire société, pour que la société entière soit prête à changer, on a besoin d'une exemplarité totale et qu'on ne demande pas plus à ceux qui peuvent le moins. Donc sur le backlash, c'était la nuance que je voulais mettre. Merci beaucoup. J'ai en pleine allergie, donc du coup je risque de me moucher de temps en temps. C'est le printemps. Donc en fait, ce que montrait ce backlash et le papier qu'on avait essayé d'écrire dans Libération d'ailleurs, c'était avec ce chercheur-là, c'était pour montrer que il y a vraiment une dissonance entre ce à quoi aspire une partie de la population, une grande partie de la population, et ce qu'on voit en traduction dans les faits. Le sujet écologique est complètement écarté des débats. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là aussi. Là, on est en train de vivre un backlash des élites, mais stratosphérique. Et je ne vais pas vous refaire la liste très longue, mais juste quelques faits. On est quand même, en quelques mois, on a basculé dans un monde où le mot climat est interdit. Aux États-Unis, où la France devient un pays d'accueil, devient un pays refuge pour les chercheurs. On en est là, quand même.
On a des chercheurs qui fuient les universités américaines pour venir en France tellement ils ont peur de ce qui se passe là-bas. On a des agences d'État indépendantes aux États-Unis qui sont fermées. La responsable scientifique de la NASA, elle s'est fait virer, mais non seulement elle s'est fait virer, mais son poste entier a été remercié. Donc, ce qu'on voit, ce qui se passe à l'autre bout du monde, pour moi, c'est vraiment juste l'idée qu'on a un sursis et que de ce sursis, on doit en faire un sursaut parce qu'on peut se rendre compte qu'on est déjà en train de dévier. On est déjà en train de dévier quand on a l'extrême droite, mais aussi la droite, qui attaque l'ADEME, une agence d'État indépendante, qui attaque l'OFB, qui attaque l'ONF. Et donc, en fait, on se rend compte que ces agences qui sont censées être quand même des agences d'État indépendantes, on ne parle pas d'éco-terroristes, n'est-ce pas ? En fait, si on en est là, si on en est déjà à avoir ces espèces d'endroits qui sont censés assurer la stabilité et la cohérence de l'action de l'État, qui sont menacés, on peut se dire que ça risque la pente risque d'être beaucoup plus glissante que ce qu'on imagine. J'entends complètement. Je pense qu'il est assez pertinent cet argument de l'exemplarité, évidemment, pour entraîner, et que sinon on a l'impression que c'est pareil sur les questions fiscales, c'est pareil pour beaucoup de sujets dans la société. Et en même temps, il n'empêche que voilà, quand l'occasion est donnée aux gens de s'exprimer dans les urnes, que ce soit en France ou dans d'autres pays, il y a peut-être quelque chose qui a été raté dans ce lien entre voilà, la préoccupation qui reste tout en haut dans les études d'opinion et la capacité à vouloir le traduire dans les urnes en élisant des gens qui vont un peu dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'en tant que militante du climat, vous êtes aussi un peu cette espèce de pont entre des mobilisations citoyennes et la capacité à peser sur la décision publique. Est-ce qu'il y a une part de questionnement, d'introspection en disant qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on a raté? Est-ce que cette espèce de débat qui est peut-être stérile entre une écologie qui a fini par apparaître non pas comme une chance, mais comme une espèce de contrainte en plus, voilà, est-ce que ça interroge les militants du climat en se disant peut-être qu'il faut qu'on ajuste dans cette bataille culturelle qui est compliquée, parce qu'en face, vous avez des lobbies organisés, vous avez des gens pour qui le statu quo n'est pas un sujet. Donc voilà, est-ce que c'est simplement, on s'appuie sur ceux qui sont d'accord avec nous, mais comment est-ce qu'on va chercher tous les autres pour que, dans une élection, ça finisse par élire des gens qui ont envie de changer les choses, quoi. Vaste sujet, je sais. Un peu, hein. J'allais dire, là, moi je veux bien, mais vous allez être coincé pendant un moment. Donc non, je vais glisser surtout sur... Il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais juste ouvrir un des tiroirs de cette pensée-là. Bien sûr que on peut faire mieux. Bien sûr qu'on peut réussir à montrer, j'espère en tout cas, que pour une grande partie de la population, en fait, faire face de manière ambitieuse à l'urgence écologique, ça peut être mieux. En tout cas, l'écologie que je défends, c'est une écologie politique, c'est une écologie sociale, c'est une écologie de justice sociale. Donc c'est donner à chacun et à chacune les moyens d'avoir des comportements écologiques. C'est faire en sorte que ma mère ou même mon père, les deux habitent dans différentes régions de la montagne, il n'y a aucun transport en commun. Donc en fait, évidemment qu'on a un 4x4, mais on ne peut pas se déplacer autrement actuellement. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte, par des politiques publiques, qu'on arrive à la fois à permettre à tout un chacun d'avoir des comportements plus écologiques, donc par exemple de subventionner l'agriculture industrielle et ne pas défoncer la loi d'orientation agricole, ça peut être une idée, pour faire en sorte que chacun et chacune puisse avoir accès à une alimentation de qualité, que ce ne soit pas un luxe de bien se nourrir. Mais au-delà de ça, je pense que on n'a pas assez pris au sérieux la menace écologique. Il y a encore quelque chose qui, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore hacké véritablement ce qui est en train de se passer. Quand je vous parle des services publics, on peut se dire, bon, très bien, c'est un peu mou comme proposition. Quand on regarde les travaux de Piketty et de Julia Cagé, qui ont regardé les structures du vote depuis vraiment plus de 50 ans, ils sont même revenus avant, mais on se rend compte que dans les 50 dernières années, toutes les fois où les votes ont été récupérés par l'extrême droite, en fait, c'est dans des endroits et dans des régions, les services publics en proximité, près de chez nous, dans nos villes, dans nos mairies, dans nos cantons, étaient pauvres. Donc on avait très peu de services publics, on n'avait pas une bonne crèche, on n'avait pas une bonne école publique, les hôpitaux fermaient. Et donc c'est sur cette insécurité-là qu'on va avoir des discours fascistes qui vont en faire leur terreau. Et donc l'idée de dire on va tout miser sur le fait d'avoir une solidarité, c'est un mot qui est tombé complètement en désuétude, qui paraît hyper désuète, la solidarité comme ça. Mais en réalité, si on fait des politiques publiques ambitieuses de solidarité, c'est-à-dire on va mettre en commun des besoins, et au lieu de dire les Français ont besoin de voitures, on en a besoin de mobilité, on a besoin de pouvoir se déplacer. Et donc, si on y répond, ce que ça montre dans l'histoire, c'est qu'on réussit à avoir des élites progressistes qui ensuite prennent le pouvoir. Donc c'est une stratégie très, très, très concrète.